Non, après, d'accord. Non, je plaisante. Bon, écoutez, d'abord, je suis un peu quand même, je suis un peu stressé là, dis donc. Ça m'a mis la pression. Tapote, vite, vite. Il faut que je tapote, ouais. Je libère, je laisse partir, je libère, je laisse partir. Je peux le faire. Cool. En tout cas, bon, c'est en fait, ouais, si je veux me rassurer, parce que je suis quand même dans un climat de confiance avec vous tous, que je vous connaisse tous. Hein. Je suis content, j'ai ma petite nièce qui est là aussi, qui a fait des kilomètres. Bon, je peux quand même, je ne vais pas passer sans vous parler de ma déception, parce que je vais le poser, je pense que ça va me faire du bien. Ma déception, effectivement, de ne pas avoir au moins 25 personnes, comme on a eu l'année dernière à toutes les conférences. Je suis témoin. Tu es témoin, hein, donc je suis un peu déçu, mais c'est juste qu'on va travailler dessus pour s'en servir pour que ce soit encore mieux la prochaine fois. On a effectivement fait quelques erreurs, donc c'est normal. Hein. Enfin, c'est comme ça. En tout cas, ça ne va rien enlever au fait que j'ai bien envie qu'on parle de ce sujet, là, la relation dans la famille, parce que je le porte fort. Et puis, ça peut effectivement toucher à du vécu de chacun. Alors, je vais vous demander une grande indulgence. Hein. C'est peut-être un peu pour ça d'ailleurs que j'ai fait payer personne. Donc, celui parmi vous qui a payé, il s'est fait baiser. C'est peut-être toi qui vas nous devoir des sous là. Il s'est fait avoir. Voilà, donc en fait... Si c'est nul, on fait une nuit gratuite. Comment tu dis? Si c'est nul, on fait une nuit offerte. Ouais. Non, mais pas une nuit avec Alain, une nuit à la résidence. Une nuit à la résidence. Là, t'es juste en train de t'offrir, c'est ça? De pas, non. Ah bon? De pas, arrête, parce que je vais repartir. Bon, alors, voilà, moi j'appelle ça une conférence débat. Pourquoi? Parce qu'on part d'un sujet et puis on fait un espèce d'exposé, mais surtout dans le vécu. Ça, c'est pour nous, c'est important, notamment dans l'approche de Colette Portelance. On travaille beaucoup avec notre vécu. Puis après, il y a un espace plutôt débat pour pouvoir permettre à chacun d'apporter aussi son propre vécu lié au sujet, hein, notamment dans la relation à la famille. Et puis, après, il y a un autre espace, un espace qui est plus d'outils, savoir comment on peut faire pour s'occuper de soi dans cet espace-là lié à la famille. Et après, on peut encore se voir de façon individuelle. Alors, moi, le sujet, la relation déjà de base pour moi, ça a toujours été une passion. J'ai toujours aimé travailler sur la relation. Quand j'ai eu mon premier restaurant, mes premiers restaurants, j'avais 21 ans, et mon deuxième 26 ans, et je faisais déjà des groupes de parole avec le personnel pour fluidifier la relation. Donc ça m'amenait à être en meilleure relation avec tous, et puis avoir un travail plus fluide et plus rentable, plus agréable pour tout le monde. Donc ça, c'est un truc que je porte depuis assez longtemps. Ça, c'est une de mes passions, la relation, que j'ai très longtemps continué, donc jusqu'au jour où j'ai eu l'opportunité de faire cette formation à la MDC de Colette Portelance. Maintenant, la relation familiale. Alors ça, c'est un espace qui est très précis. Effectivement, moi j'ai eu beaucoup de chance. Je suis né dans un cocon familial extraordinaire. Je me pose un peu là-dessus parce qu'à chaque fois je touche à beaucoup de douceur, beaucoup de chaleur. Je suis né le cinquième d'une fratrie, donc le dernier. Je suis un peu l'enfant roi.
Et j'avais, entre mon frère aîné et moi, 3 sœurs. Donc inutile de vous dire, c'est comme si j'avais eu 4 mères. Donc 4 mères à me dorloter, j'étais vraiment... Tu avais le droit de faire toutes les bêtises possibles. Ah mais j'avais tous les droits, je vous dis pas, c'est épouvantable. Et tu t'en es pas gêné. Et en même temps, je les ai utilisés. Vraiment, et ça a été... Et je peux vous dire, j'ai juste 64 ans. Et ça continue. Donc voilà, en plus, j'avais un frère aîné qui avait 10 ans de plus que moi, enfin 4 jours, 10 ans de plus que moi, parce qu'il n'est pas encore mort, hein. On peut en reparler dimanche, on fait la conférence sur la mort. Mais mon frère aîné qui a 10 ans, et c'est comme si j'avais eu 2 pères, en fait. Parce qu'il avait aussi une forme d'autorité, donc voilà, j'étais entouré, moi, de 2 pères et de 4 mères. Tu avais besoin de tout ça. Comment? Tu avais besoin de tout ça. Ben, j'avais besoin de tout ça, je pense qu'au fur et à mesure que ben, le besoin se créait, hein, en fait. Donc ça, c'est une comment dire, c'est une notion que j'ai beaucoup comment dire, enregistrée très très tôt, puisque j'étais cocooné de partout. Et puis, en même temps, j'avais des parents qui étaient très chaleureux. Et mes parents avaient une grosse de grandes valeurs familiales. Donc, j'ai ressenti ça dans toute mon adolescence, toute ma vie, pratiquement. Mais non seulement dans la partie famille, mais aussi dans la partie professionnelle, puisqu'on avait l'hôtel là qui est à côté, et l'exploitation de l'hôtel était très très familiale. Il y avait beaucoup pour les mamans qui avaient un service spécial bébé. Il y avait, enfin c'était, nous on était, comment dire, le tout personnel a toujours été pratiquement les enfants de la maison. Même nous on était considérés comme le personnel. C'est-à-dire que c'était des frères et sœurs plutôt que des employés. Donc je portais ça depuis très très tôt. On faisait par exemple tous les étés, on faisait une fête pour l'anniversaire de mon père qui était d'ailleurs je crois bien pour l'été. C'était juste une raison pour le faire. Puis en même temps pour réunir tout le monde donc, et d'être en relation et d'avoir du vécu ensemble. Alors donc... voilà, alors ce qui se passe aujourd'hui, la raison pour laquelle je travaille sur cette notion de relation familiale, notamment la relation familiale en entreprise, c'est que je vois beaucoup autour de moi de la souffrance. Je vois beaucoup de... Poser là-dessus. De la souffrance en fratrie. Je peux citer tous mes cousins, mes familles et tout, et ils sont tous dans une forme de relation déchirante, liée justement à cette impuissance qu'on peut vivre quand on est, ou ces souffrances qui remontent, quand on est en relation avec nos frères et sœurs, ou même nos parents, à un certain âge, c'est-à-dire même à l'âge, enfin à tous les âges d'ailleurs, puisque ça part d'un affect qui est ancré dès le début de notre naissance. Donc voilà, moi, quand je vois mes cousins, un peu de tous les côtés, où ils sont tous plus ou moins fâchés, je me suis vraiment tout le temps attaché à ce que ma fratrie soit au plus authentique possible et au plus en bonne relation. J'essaie de gérer le temps en même temps. Bon, qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus?
déjà tout dit ça. Oui, il y avait une notion aussi liée à ma relation à mes parents. Liée à la relation à mes parents, c'est que j'avais un sentiment très très fort à mon père. Et même que quand j'étais gamin, mon métier c'était je voulais être mon père. C'était très très fort. Hein. Comment dire, la relation que j'ai eue avec lui, étant le petit dernier, eh bien, il m'a un peu laissé faire ce qu'il a voulu. Et j'avais un frère aîné qui était l'exemple, qui était le modèle. Donc, à chaque fois, mon père, pour faire mon éducation, allait chercher le modèle de mon frère. Ce qui fait que je me retrouvais plutôt dans une triangulaire entre la relation à mon père et à mon frère. Et j'étais toujours en permanence, j'avais le besoin d'aller chercher l'amour de mon père, pensant qu'il préférait mon frère. Ouais. Donc c'est triangulaire, mais une grande partie de ma vie, j'ai été obligé de travailler dessus pour pouvoir couper les relations entre moi, mon frère et mon père. Donc, je vais repartir sur qu'est-ce qui se passe réellement avec quoi on est quand on est en relation avec nos frères, nos sœurs, notre père et notre mère. Dès le début, tout au début, quand on est même dans le ventre de notre mère, on touche à des affects. Alors, il y a des affects positifs et il y a des affects négatifs. Alors, les affects positifs, c'est tout ce qui peut être la douceur, hein, les caresses du ventre, on les ressent hein, automatiquement, on commence dès lors à construire notre état psychologique. Et puis il y a les affects négatifs. Et effectivement, les affects négatifs, à ce moment-là, pour se protéger, on construit des défensives, des systèmes de défense. Bien sûr, on est obligé tout le temps de construire des systèmes de défense pour que la vie soit supportable. Hein. Bon, alors, je vais donner des exemples. Quand on est enfant et puis qu'on pleure, entrée. Ah, c'est la famille. Voilà. La famille. Peut-être comment tu les as récupérés, oui. Sur la plage. C'est la plage. Donc en fait, on appelle ça effectivement des mécanismes de défense qu'on met en place pour que la vie soit vivante. Donc je ne sais pas, comme exemple, l'exemple ça peut être quand on pleure, on est enfant, on pleure, voilà, tais-toi, arrête de pleurer. C'est un petit peu... alors donc on prend ça, qu'est-ce qu'on fait? Ça, tu as donné un exemple tout à l'heure, hein. On se contracte, on se dit, bon, mais voilà, c'est pas correct de pleurer. Donc on ne pleure pas. Mon fils, tu es un homme, tu ne pleures pas. Donc on nous dit ça à 5 ans, à 6 ans, à 10 ans. À 40 ans, on est toujours un homme, on ne pleure pas. Voilà, on n'a pas le droit de pleurer à 40 ans. Donc quand on porte ça, eh bien, forcément, qu'est-ce qu'on en fait après? Qu'est-ce qu'on en fait après? On a plutôt tendance à responsabiliser l'extérieur, c'est-à-dire les parents ou la fratrie, ou alors encore les éducateurs. Parce que ça, c'est un exemple sur pleurer, mais c'est aussi tout le vécu que l'on a quand on est en enfance, quoi. C'est-à-dire la sœur, le frère, oui, mais les habitudes, le quotidien, oui, mais toi, tu prenais tous les draps, ou il fallait éteindre la lumière, maman elle te préférait, la jalousie, donc on construit tout ça, et puis voilà, allez hop, on met la bonne défense dessus, et puis du coup, allez, on continue à vivre avec ça. Alors bien sûr, les frères, les sœurs, les parents, on ne vit pas toute notre vie avec, hein, mais par contre, les affects, on les garde, on les porte. Et puis du coup, il y a des moments, ils sont réveillés, et on appelle ça le déclenchement. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a juste un rictus, ou la couleur des yeux, ou une manière de faire, ou clac, déclenche chez nous l'affect qui est bien ancré, et qui vient réveiller un vécu souffrant, douloureux,
auquel on n'a pas envie d'aller. Donc on remet la défense et on retourne chez celui qui nous a déclenché pour le juger de nous faire souffrir. Alors que notre souffrance, elle est déjà en nous. Donc voilà, je ne sais pas si vous comprenez à peu près le système. Donc, oui, vous comprenez en gros, c'est-à-dire que quand on est au jour le jour, on porte notre vécu à notre famille, à nos parents, mais en même temps, à chaque fois que quelqu'un de l'extérieur, durant toute notre vie, le réveille, si on ne prend pas conscience de ce qu'il y a derrière, on est en souffrance et on se défend. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. J'étais plus vite. Hein. Ah. Je vois que je suis un peu stressé. Donc, non, puis j'ai été dérangé par les gens. Oui. Ah, oui. Ça s'appelle la responsabilité, ça. Il faut que je fasse gaffe, parce que lui, il ne va pas me rater, vous voyez. Hein, bah oui, il filme tout, alors attention. Hein. Et en plus, il fait... Oh, oui. C'est vrai. Non, on comprend. Donc, voilà, moi... Attends, je vais... C'est ça quand que... tu veux pas un truc, tu me le dis. Hein. C'est ça qui est, en fait, comment dire, la relation de famille, pour moi. Alors ça, c'est mon vécu à moi. Pour moi, c'est effectivement la relation la plus importante. Alors, non, la relation la plus importante, c'est pas la relation à la famille, c'est la relation à soi. D'accord ? La relation à soi, de pouvoir être conscient de ce qu'on vit quand on est déclenché par l'extérieur, hein, pour pouvoir justement se mettre, arranger ses affaires, arranger sa souffrance, pour pouvoir se retrouver en relation, en bonne relation avec l'extérieur, avec les autres. Et il est évident que les gens qui sont en général les plus importants pour nous, eh bien c'est la famille, c'est les parents, c'est les frères, les sœurs. Mais la problématique, c'est que quand on est déclenché dans les affects négatifs, eh bien c'est ceux qu'on peut haïr le plus vite en même temps, et le plus fort. Parce que forcément, c'est qu'il y a de l'affectif. Et là, à partir du moment où il y a de l'affectif, il y a l'émotion qui monte et on ne contrôle pas l'émotion et on ne peut pas aller derrière nos défensives. Voilà, donc ce que je peux rajouter à ça, en même temps, c'est de vous ramener à ce que vous vivez dans la relation familiale, dans la relation de la fratrie. Et d'imaginer, là maintenant, entre nous, si quelqu'un veut en parler, à toucher ce qui se passe pour vous. C'est peut-être trop tôt. Alors je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre un autre exemple qui me semble important aussi. C'est-à-dire que, voilà, je vous explique le contexte. Parce que le contexte, c'est qu'en fait, on est dans une résidence que j'ai montée avec mes sœurs. Oui. Et j'ai mis 10 ans pour la monter. J'ai mis 10 ans parce que, en fait, j'avais peur. J'avais peur de la relation à mes sœurs. Et pourtant, je travaillais dessus. Donc j'ai pratiquement même fait ma formation de thérapeute en relation d'aide en même temps que j'ai fait la résidence. Et c'est vrai que ces peurs-là me mettaient en position de paralysie. C'est-à-dire que j'avais peur parce que mes frangines disaient « Mais tu te rends compte, tu vas pas faire une résidence comme ça, on va jamais... » Enfin bon, elles avaient peur des emprunts, elles avaient peur... Et du coup, à chaque fois, j'étais déclenché sur ma compétence à moi de pouvoir faire ce genre de bâtiment et de résidence et de les mettre en danger. Donc, quand j'étais déclenché dans cet espace-là, j'étais déclenché dans ma confiance en moi. Elle venait me brouiller, du coup, me dire, ben oui, elles ont peut-être raison, on va peut-être se casser la figure, et puis du coup, ben, je leur en voulais. Oui, mais je leur disais, vous ne me faites pas confiance, et puis je les responsabilisais de ce que je vivais.
Alors le travail que j'ai pu faire, il m'a demandé quelques années, il m'a demandé quelques profondeurs à aller chercher, quelques larmes, quelques souffrances à taper. Mais le travail que j'ai donc eu à faire, c'est de me poser, puis de me dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce qui se passe vraiment pour moi quand mes sœurs me balancent leur peur? C'est en fait, c'est tout ce que moi je porte de non-confiance, et c'est tout ce que je porte de peur de les décevoir, de peur de ne pas être aimé, de peur de ne pas être capable, et en même temps, quand je peux toucher à cet espace-là, ça me permet d'aller le visiter et de me sécuriser, d'aller chercher on appelle ça des mécanismes de protection, c'est-à-dire est-ce que mon calcul est bon, est-ce que je suis bien dans un fonctionnement qui va correspondre aux besoins du moment pour louer les appartements, etc., etc. Et ce qui fait qu'en même temps, je pouvais revenir en face d'elles et puis accueillir leur peur. Et du coup, en accueillant leur peur, ça me permettait de ne pas les contrer, de ne pas être défensif, vous savez, la fameuse défense qu'on prend quand on se sent en danger, et de pouvoir les entendre, et puis de pouvoir les accueillir là-dedans. Bon, c'est pas qu'elles ont moins peur non plus, hein, mais en même temps, moi je pouvais plus les accueillir, et j'étais plus dans une forme de bien-être. Je vais vous donner un autre exemple lié à mon frère, qui lui avait l'hôtel à côté, qui a exploité l'hôtel à côté. Et c'est vrai que dans cette relation, il y avait la triangulaire avec mon père. Et mon frère m'a toujours... il avait un langage assez cru, il me traitait de con, de nul. Mais il est con. Enfin, il est con, il est nul. Parce que très tôt, comme j'étais enfant roi, j'ai fait des bêtises très tôt. Et je me suis rendu compte que ça faisait rire les gens. Et du coup, j'avais de l'importance. Donc, en fait, plus je faisais de bêtises, plus je faisais rire les gens, puis plus ça me nourrissait. Donc, et mon frère, lui, il me traitait vraiment de con. Mais en même temps, il était le frère aîné, celui qui faisait toutes les choses bien, et qui était l'exemple. Et en même temps, je fabriquais mon sentiment d'infériorité avec lui. Et donc, j'ai réussi à exister à travers l'humour, à exister à travers le fait de faire rire tout le monde. Alors il y a des anecdotes qui sont assez marrantes, assez fortes. Par exemple, quand je faisais mon apprentissage de cuisinier, mon frère me dit « Va chercher les saladiers au fond, dans la salle du fond. » Je vais chercher, mais nonchalant parce que je n'avais pas envie de bosser. Puis je reviens, puis c'était trop tard. Il me dit « Non, mais c'est pas la peine, laisse tomber. » Bon, je laisse tomber. Le saladier qui explose par terre, il était fou. Mais tu m'as dit de laisser tomber, donc je laissé tomber. Donc en fait, j'ai fini par en faire mon métier. Du coup, je suis devenu clown. Ouais. Et je me suis servi de mon sentiment d'infériorité pour en faire mon métier. Mais il était défensif à ce moment-là. Et un jour, avec mon frère, je dis à mon neveu, Yannick Calandron, pas lui, mais un autre, qui était aussi thérapeute, j'avais un tel sentiment d'infériorité, Annelise, qu'à chaque fois que j'étais en relation avec lui, je me dévalorisais. Ah ben oui, j'étais le nul, j'étais le con, parce qu'il me traitait... Mais lui, c'était comme quand Coluche disait, comment il disait, enfoiré. Ben lui, il disait, mais il est con. Bon. Mais quand même, ça me touchait. Donc je touchais à chaque fois à mon infériorité. Et un jour, je dis à comment il s'appelle, Yannick Calandron, mon neveu, qui est toujours thérapeute en relation d'aide, je lui dis, écoute, on va aller dans son bureau, à mon frère, puis tu vas voir comment il me traite. Il me traite, mais comme un moins que rien, il me traite, mais c'était un, tu vas voir, écoute bien ce qu'il dit, regarde bien ce qu'il fait. Puis on y va, tous les deux, paf, puis on monte dans le bureau. On est resté une demi-heure. Et puis je voyais mon frère qui parlait, comme il fait d'habitude, tout. Puis là, au bout d'une demi-heure, on est parti. Et puis dans la rue, là, t'as vu comment il a été, t'as vu comment il m'a traité, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça.
Et puis mon neveu me dit, mais moi j'ai pas vu ça du tout. Ah bon, t'as pas vu ça? Qu'est-ce que t'as vu? Moi j'ai vu un frère aîné, mais qui était en admiration devant son petit frère. Il t'a posé telle question, t'as posé cette question, t'as posé ça. Il s'est intéressé à toi, il a fait ça. Ça me touche en. Putain, mais c'est vrai. L'œil, le regard de mon neveu, qui a apporté son regard sur la façon dont lui voyait, m'a fait ouvrir les yeux en disant, mais putain, mais c'est vrai. Il a fait ça comme ça, il a fait ça. Et moi, j'allais chercher justement la façon dont il s'exprimait à moi, parce que j'avais mon sentiment d'infériorité et je me sentais mal face à lui. Depuis ce jour-là, je ne vous dis pas, depuis ce jour-là, j'ai jamais vu mon frère de la même façon. Même aujourd'hui, à 60 ans, quand il me dit « Mais t'es con, mais vas-tu mettre la table à côté du machin ?» Mais il est con. J'ai l'impression qu'il me dit « Je t'aime ». C'est ça, c'est énorme. Donc voilà, et il ne faut pas grand-chose. Il suffit seulement de se dire « Mais est-ce que je vois bien les bonnes choses? Est-ce que je vis bien les bonnes choses ?» Et du coup, est-ce que je ne suis pas en train de, comment dire, de griller la relation avec mon frère, avec ma soeur, mes parents, etc. Voilà. Donc voilà, je crois que je ne veux pas vous donner d'autres exemples, j'en aurais, hein, mais bon, j'en ai plein, parce que on a beaucoup vécu ensemble avec mes sœurs, dans ma famille. J'ai vraiment de la relation différente avec toutes mes sœurs, qui m'ont fait mon éducation, hein, sexuelle notamment. J'ai eu des sœurs extraordinaires qui m'ont... on avait vraiment une... Bon, je ne suis pas le meilleur non plus, hein, mesdames, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, il y avait une telle relation entre nous que moi, ça m'a libéré. Aujourd'hui, à 64 ans, je peux les remercier parce qu'il y a beaucoup de choses que je peux me permettre, que je me sens libre et que je suis prêt à accueillir le jugement des gens et qui me donne une forme de grande liberté. Et ça c'est vraiment bon, quoi. Même aujourd'hui, hein, elles ont quand même... elles sont un peu destroy, hein, maintenant, elles ont 10 ans. On ne va plus les mettre sur le marché à ce temps-là. Hein. Mais en tout cas, je suis en relation toujours avec elles aussi authentique, aussi franche, quoi. Même avec mon frère qui n'est pas avec nous dans cet établissement-là, ben je renais, ça fait 4 ans que je suis revenu ici pour construire la résidence, ben j'ai énormément de relations avec lui, alors que il y a eu des périodes qui étaient très, très, très difficiles. Voilà, je veux devant vous les reconnaître pour ça, que ce soit mes parents, mon père, ma mère, qui sont morts maintenant, mais c'est pas parce qu'ils sont morts que je suis pas encore en relation avec eux. C'est pas parce qu'ils sont plus là que j'ai pas encore avec moi-même à arranger et à améliorer la relation de mes parents. Ça c'est, il y avait un exercice que je sais pas si tu t'en rappelles, Yannick. Je sais pas si tu l'as écrit, mais je sais pas, mais je sais même pas si tu sais écrire. En tout cas, c'est un exercice. C'est dessiné, c'est bon. Ouais, c'est pour toi ça. En tout cas, on a fait un exercice une fois où on nous demandait à la formation d'écrire à nos parents. Alors moi je dis au formateur, écoutez, moi je veux bien lui écrire, mais il ne va jamais me répondre, il est mort depuis 5 ans, mon père. Je dis non, mais c'est pas, tu écris à ton père et tu lui dis ce que tu as à lui dire. Et moi je voulais à 18 ans être un artiste, hein. Je voulais faire des spectacles, je voulais faire le con, quoi. Donc ce que j'ai fait d'ailleurs. Et j'ai commencé à écrire à mon père en lui reprochant qu'il ne m'avait pas aidé. En lui reprochant, oui, mais tu m'as pas aidé, tu n'étais pas avec moi, tu n'étais pas à l'écoute, Puis, au fur et à mesure que j'écrivais, je réfléchissais, en même temps, puis je me disais, mais je me revois encore dans des moments où il me courait après, quoi. Moi, j'allais en boîte de nuit à 14 ans, parce que j'avais l'air d'avoir 19 ans, et ils ne m'ont jamais pu rien m'empêcher. Et au fur et à mesure, je me disais, mais je prenais conscience que en fait, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu.
À aucun moment, mes parents ont pu m'empêcher de faire quoi que ce soit, ils ont pu m'interdire de faire des choses, mais ils ne m'ont jamais empêché de les faire. Et à la fin, je finissais par écrire, je me suis excusé, comme quoi j'étais désolé que effectivement tu m'as empêché à rien faire parce que j'ai fait ce que j'ai fait. Ça c'était super, c'était super en même temps de libération, parce que du coup, même mort, j'étais encore en meilleure relation avec mon père. Voilà. Eh bien écoutez, je ne sais pas ce que ça a pu réveiller chez vous. Je ne sais pas quel est votre vécu dans le cadre de la relation familiale, votre vécu ancien, votre vécu d'aujourd'hui. Mais si vous avez envie d'en parler, si vous avez un exemple à donner, je suis tout à l'écoute. Est-ce que quelqu'un a envie de parler un petit peu de son vécu familial ?